Alors, bonjour à tout le monde. Salut. Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et je suis avec Jérémy. Et aujourd'hui, on va parler un peu du comité para. Vous savez que Jérémy est devenu le président du comité para il y a déjà 2 ans. Il y a 2 ans maintenant, ça fait 2 ans, ouais. On voulait faire un peu un état des lieux, raconter un peu l'historique, qu'est-ce qu'on a fait depuis, enfin surtout toi, parce que c'est toi le président qui est le plus actif. Voilà, c'était mon idée, faire un peu le point sur la situation du comité. Et donc, pour commencer, je pensais commencer par... Oui, peut-être rappeler quand même, le comité para, ça existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tu veux nous en dire un mot? Oui, donc c'est une association qui date effectivement de l'après-Seconde Guerre, même s'ils en avaient déjà le projet avant le début de la guerre. Et c'est une association qui a été fondée par un groupe universitaire qui avait pour but de lutter contre les abus ou les dérives de certains médiums ou praticiens de médecine alternative. Et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des médiums qui promettaient de retrouver les personnes disparues dans la guerre et qui étaient vus par les membres fondateurs comme des personnes qui abusaient donc de la crédulité du public pour vendre des services comme ça médiumniques pour retrouver des défunts. Ça, c'est un peu le point de départ du comité para, donc qui est lié aux croyances paranormales dès le départ, en fait. Oui, c'est important de le rappeler, parce que parfois on nous repose toujours la question de c'est quoi le lien entre zététique et paranormal, puis que maintenant on parle de zététique comme enseignement de la pensée critique. De rappeler que c'est quand même aussi là le point de départ. Et alors, il y a eu différentes choses, mais donc Paul Kurtz, qui est le fondateur du mouvement sceptique, bon, évidemment, il y a toujours eu des antécédents, Harry Houdini, etc. Mais Paul Kurtz qui a créé donc ce qu'on appelait à l'époque le psychop, en prononçant la française le psychop, ça se prononce en anglais psychop. Il s'est inspiré du comité para, y compris pour le nom, comité. Il s'est inspiré du comité para, et c'était, je pense, à l'époque des enquêtes sur l'effet Mars d'ailleurs. Il a vu la publication. Il en parle d'ailleurs dans certains articles qui sont encore sur le site du psychop, enfin ce qui est devenu, puisque c'est le psychop maintenant. Mais... Oui, donc originellement, le comité para, le vrai nom complet, c'était Comité pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux. Et le psychop, le nom d'origine, les deux organisations ont changé de nom au début des années 2000, je pense. Mais donc, en anglais, c'était le Committee for the Skeptical Investigation of Claims of the Paranormal. Donc, Paul Kurtz a carrément nommé l'organisation américaine sur base du nom. Sur base du nom du comité para, c'est ça. Ce qui est devenu, et après le paranormal, c'est devenu Skeptical Investigation. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une ouverture je pense qu'il montre bien l'ouverture qu'il y a eu après au niveau des sujets et qui a continué au fil du temps pour arriver à ce qu'on voit maintenant sur nos réseaux, c'est-à-dire des sujets qui sont vraiment très très larges et qui sont axés sur la pensée critique mais plus vraiment sur le paranormal. Donc il y a eu quand même une évolution de dérivés du scepticisme qui se sont étendus de plus en plus. Oui, alors tu as mentionné l'affaire Gauquelin, et donc l'affaire Gauquelin, c'était un statisticien qui a fait des travaux sur l'astrologie et qui a affirmé avoir prouvé un effet qui s'appelait l'effet Mars, que les signes astrologiques pouvaient influencer les performances des athlètes, si mes souvenirs sont bons. Ça fait longtemps que j'ai plus lu ces recherches. Et le comité para s'est investi dans le sujet et a critiqué les analyses statistiques de Michel Gauquelin. Il était français, je crois, Gauquelin. Je pense qu'il était français. Ouais, de mémoire, il était français. Et, mais évidemment, ces travaux ont une répercussion internationale. Et donc, pour moi, ça a été le grand moment de gloire du comité para. Ça a été en tout cas une grosse affaire assez fondatrice de sa popularité par la suite. Parce que ça a été fort médiatisé, ils sont passés vraiment dans les gros médias. Et c'était une enquête qui a été préparée pendant 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, ça a vraiment été une grosse affaire. Et il y a eu pas mal de travaux au niveau statistique aussi. Bon, on va pas rentrer dans les détails ici, et je ne les connais pas par cœur hyper bien. Mais c'était vraiment une grosse affaire à l'époque. Oui, Jean Demanget, qui a été président du comité para pendant très longtemps, a été même faire une communication dans une association de parapsychologique américaine. Maintenant le nom m'échappe, mais
Il racontait souvent qu'il avait été faire une présentation. J'avais toujours envie de lui dire, vous savez que c'est une organisation de parapsychologue. Mais enfin, il était super content d'avoir pu aller aux États-Unis présenter les travaux du comité para. Enfin, je pense qu'on l'avait carrément invité. Donc, et c'est vrai que ça montrait la renommée du comité para à l'époque pour ces travaux. Ouais, donc ça c'est vraiment un peu le point de départ de la gloire du début. Après ça, le temps... Je sais pas, ça, parce qu'en fait, c'est quand même déjà les années 70, je pense. Hein. Donc, si le comité para a été créé à la fin des années 40, il y avait déjà eu un certain nombre d'années qui s'étaient écoulées. Mais... Oui, c'est le point de départ d'un certain rayonnement, en fait, qu'ils ont eu par la suite. Mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de productions avant. Il y a eu quand même pas mal de productions au niveau de leur espèce de revue papier qui distribuaient aussi. On a des archives qui pèsent des kilos et des kilos avec de nombreuses choses de ce côté-là, quoi. Et moi, j'ai découvert le comité para, donc, parfois, j'ai souvent raconté sur le podcast, mais j'ai découvert le scepticisme à l'américaine, début des années 2000. J'étais aux États-Unis pendant 1 an. Là, j'ai découvert Skeptical Inquirer et le magazine Skeptic de Michael Shermer. Et donc, quand je suis revenu en Belgique, il y avait une liste des associations, souvent publiée à l'arrière de Skeptical Inquirer. Et c'est comme ça que j'ai découvert le comité para. Et donc, quand je suis revenu en Belgique, j'ai décidé de devenir membre. C'est vrai qu'à l'époque, c'était donc tout début des années 2000. Les membres du CA étaient assez âgés à cette époque-là, au moins autour de la soixantaine, si pas plus. Et donc, en termes d'activité, ils faisaient plus grand-chose. Ils avaient publié un livre à compte d'auteur qui s'appelle La science face au défi du paranormal, pour tous ceux qui s'interrogent. Et donc, c'était un peu un best-of des articles qu'ils avaient publiés au fur et à mesure des années dans leur magazine papier, leur petit fanzine papier. Et donc, là-dedans, il y a un chapitre qui retrace l'histoire du comité para, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du mouvement sceptique. Mais disons que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai rejoint, c'était pas très actif, et c'était vraiment très peu actif. Et le comité, le CA était un peu amer parce que le comité néerlandophone, qui s'appelle le SCEP, avait pris beaucoup plus d'ampleur que leur groupe à eux. Et bon, il y avait des choses un peu... ils n'étaient pas aussi contents parce que justement l'association américaine, le CSICOP, essayait de fédérer un peu toutes les organisations sceptiques au monde. Et alors ils se disaient, oui, mais on est les premiers, c'est les Américains. Enfin bon, il y avait un petit peu d'amertume derrière ça, derrière la popularité du CSICOP. Je me suis dit, le CSICOP a forcément beaucoup plus de moyens que ce que nous, on ne pourrait jamais en avoir. Plus de membres aussi, donc ça... Et ils font en anglais, donc ils peuvent toucher beaucoup plus de monde de toute façon. Je pense que la langue, ça va jouer pas mal. Et les néerlandophones, ils ont un accès à l'anglais aussi qui est beaucoup plus facile que les francophones. Je pense que ça va jouer aussi pour eux. Et c'est vrai que le SCEP est beaucoup plus actif en termes de membres aussi. Oui, je ne sais pas trop si c'est la langue, mais le SCEP était, en tout cas à partir des années 2000, était beaucoup plus actif en termes d'activité. Et donc, il y avait l'EXO, c'est l'association sceptique européenne, qui regroupe toutes les associations, et dont le SCEP est membre et le comité para est membre. Et donc, ils ont décidé d'organiser un colloque du SCEP, comme ça se fait tous les 2 ans, je pense. Et le SCEP a pris ça en charge, et le comité para, il voulait rien faire parce qu'il voulait pas collaborer avec le SCEP. Ils étaient vraiment dans une étape où ils voulaient plus faire grand chose. Et donc finalement, comme il y avait très peu d'activités, et que moi je voulais être actif et que je voulais faire des choses, j'ai décidé que j'ai quitté l'organisation après 1 an, en voyant que forcément ça servait à rien de mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'était plus actif, qui était quasiment une organisation dormante à ce moment-là. Et puis alors évidemment je suis allé au Japon, j'ai créé le podcast, etc. Et puis quand on est revenu, il y avait toujours le comité para qui était encore une fois dans une phase un peu de sommeil, endormi, avec le CA qui avait encore plus vieilli qu'avant. Et moi et Dorian, on a créé Scepticopub. Et en discutant, on a toujours eu l'idée que ce serait dommage que le comité para disparaisse, faute de combattants, parce que forcément, en fait, ce qui allait se passer, c'est que les membres du CA allaient mourir, et puis il n'y aurait plus personne. Et comme c'est la plus vieille organisation sceptique au monde, à notre connaissance, c'était un peu dommage d'un point de vue historique.
Oui, c'est ça. Et donc, après, il y a eu des collaborations à des moments et d'autres. Hein. Vous avez invité à cette époque-là, je pense que c'était Olivier Mandler qui était venu présenter au comité para. Jean Champenois était venu. Jean Champenois était venu, tu l'avais interviewé sur le podcast aussi les premières années. Et eux, ils continuaient quand même à faire quelques trucs parce qu'ils ont encore donné quelques conférences entre le début 2000 et puis 2014. Ils ont donné quelques conférences encore, Roger Gonze, Olivier Mandler notamment. Olivier Mandler était passé à la télé une fois, mais ça se comptait sur les doigts de la main. C'était les dernières actions, et il n'y a plus que 2-3 personnes qui menaient une action concrète sur le terrain de temps à autre. Les autres étant très âgés ou pas actifs, quoi. Simplement payer des cotisations, mais ne venaient pas aider sur le terrain, quoi. Et donc c'est vrai quand Olivier Mandler est venu, qui était le membre le plus jeune du comité para, du CA quoi, à l'époque, je parle du CA évidemment, et qui devait au moins avoir au minimum 50 ans à l'époque. Quand il est venu, on a parlé, on a discuté avec lui de revitaliser le comité para. Et alors ça a pris beaucoup de temps finalement entre le moment où on a eu les premiers contacts, etc. Bon, parce que le CA avait un peu des réticences. En fait, ils hésitaient entre laisser mourir finalement l'organisation de sa belle mort ou la transmettre à des jeunes, donc finalement ils ne savaient pas grand-chose. Ouais, au début en tout cas. Oh, dans un premier temps, ça a été leur relation originelle. Ouais, et au début, notre idée c'était que Septic in the Pub devienne une partie du comité para. Et on a un peu bossé là-dessus. Et puis après, il y a eu des ennuis de santé des uns et des autres au niveau du CA, du comité para, et du coup ça s'est un peu accéléré, et c'est comme ça qu'on est arrivé, non pas à un peu une fusion comme on l'avait prévu, mais simplement que le président s'est retiré parce qu'il avait des ennuis de santé, donc Roger Gonze à l'époque. Et voilà, c'est comme ça, après qu'il y a certains membres du CA du comité qui m'ont demandé à moi si ça m'intéressait de devenir président, quoi. Non, c'est un peu un concours de circonstances imprévu. Il voulait que ce soit Jérémy, parce que c'est c'est quelqu'un de bien, voilà. Voilà, c'était bien. Ouais, c'est vrai, moi, à la fois ça allait vite et pas vite. Alors moi je crois qu'à partir du moment où on a créé Septico Pub et que Septico Pub a bien commencé, c'est vrai que moi et Dorian, on évoquait souvent le sujet, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et finalement, ça m'a paru prendre des années, parce que les échanges étaient difficiles et lents parfois, mais dans le sens qu'ils pas difficile dans le sens qu'ils étaient désagréables, mais dans le sens qu'ils réagissaient pas beaucoup aux emails qu'on envoyait, etc. Mais finalement, à un moment, à cause des ennuis de santé de certains, ça s'est accéléré, le processus s'est accéléré. Donc, oui, l'ancien président, il a plus de 90 ans, donc évidemment, ça explique un peu l'inactivité à cette époque-là. Ouais. Et voilà, et puis alors, tu t'es retrouvé président depuis 2 ans maintenant, et qu'est-ce qu'on a fait au comité para? On a fait pas mal de choses, je pense. Il y a eu une première année où on a plutôt fait des tâches administratives qui ne sont pas très passionnantes, mais il y avait toute une restructuration à faire pour que l'association soit viable sur le long terme. Donc il y avait des choses à changer dans les statuts, la comptabilité, il fallait récupérer toutes les fonctions, toute la gestion qu'il y avait, ce qui est quand même pas simple, et ça c'est le côté pas très passionnant des assos. Mais voilà, ça doit être fait. Et on a essayé de repenser aussi les missions du comité para, parce qu'il y a quand même eu certains changements, puisqu'on a inclus dans les conférences Septic in the Pub, donc sont devenues donc les conférences, une action du comité para. Et on voit aussi... D'ailleurs, avant, c'était moi et Dorian qui faisions ça, et c'était une organisation informelle comme ça. Il y a pas depuis que le comité para a repris, moi et Dorian, on s'est vraiment mis à l'arrière. Dorian ne s'en occupe plus du tout, et moi je m'en occupe un tout petit peu. Et maintenant, le Septic in the Pub, c'est vraiment à Bruxelles, c'est vraiment le comité para qui l'organise. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le comité para. Ça fait partie maintenant de la structure officielle, du coup, aussi en termes de trésorerie, ce qui permet aussi de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et voilà, alors après, dans les nouvelles missions du comité para, une des choses importantes, je pense, à dire, c'est qu'on a voulu aussi que le comité puisse devenir un organisme qui soutient des projets sceptiques, pas uniquement en termes de conseils ou de compétences, mais aussi financièrement, en fait. Et donc, on a amené cette modification, et depuis, on a
on a soutenu essentiellement deux projets. Il y a eu donc ta BD ici que tu as fait avec Marius. La mythologie chrétienne. La mythologie chrétienne, ça c'est le tome 2. Il y a eu le tome 1 avant qui était, que vous avez, je pense, en grande partie vu passer, bien sûr. Oui. Le premier, c'était un peu notre tentative, ou comment dire. Oui, c'est ça, en anglais on dit proof of concept, notre essai, mais c'est vrai que pour la mythologie chrétienne, on a demandé au comité para et alors à l'association belge des athées, les deux organisations nous ont soutenus financièrement pour les deuxième volume. Donc ça, c'était un des projets. L'autre projet que le comité a soutenu, c'était la cagnotte de Grégoire Perra, donc par rapport à son procès où il devait se défendre de l'attaque des anthroposophes, pardon. Ouais. C'est pas des anthropologues. Les anthropologues. L'anthroposophie. Et voilà, donc on va continuer dans cette logique-là. Ça, c'est quelque chose qui nous semblait important. Et après, on voudrait aussi mener de nouveau des actions sur le terrain qui sont pas des conférences. Donc ça, c'est prévu. L'année prochaine, on a déjà une intervention dans une bibliothèque communale qui est prévue, où on va un peu répondre aux questions, notamment par rapport à des sujets liés aux médecines alternatives. Ce qui est un peu la demande là-bas par rapport à ce qui intéresse le public. Et on est en train de préparer aussi d'autres actions modestes, mais des choses plus sur le terrain. On avait par exemple l'idée de faire une intervention sur la superstition dans la rue, qui prend un peu exemple sur des choses qui existent dans d'autres pays en fait. Où on fait un petit parcours comme ça il y a des superstitions pour un peu informer les gens qui passent par là, attirer un peu le regard ou la réflexion. Voilà, donc on est un peu dans cette logique-là, et on a aussi recruté pas mal de nouveaux membres, parce que ça faisait des années, quand on a repris le comité para, qu'il n'y avait plus de pubs, plus de nouveaux membres. Et ici, on a quand même pas mal de nouvelles personnes, ce qui va nous permettre de faire de nouvelles actions aussi, parce qu'évidemment, il y avait personne qui gère l'association au niveau du CA, mais ces personnes-là, moi y compris, on a déjà beaucoup de travail, parce que c'est du travail, et on peut pas en même temps gérer la sauce et puis aller faire toutes les actions sur le terrain, être partout. On a besoin aussi de membres qui ont envie de s'investir dans le scepticisme. On en a trouvé pas mal, donc ça c'est chouette. Je dirais pas mal, on en a trouvé quelques-unes, mais s'il y en a d'autres qui veulent rejoindre l'organisation, moi je pense que le nombre d'actions que peut faire le comité para dépend vraiment du nombre de membres actifs, pas de membres seulement qui encouragent l'organisation, mais de membres actifs sur le terrain. Parce que le comité avait en fait beaucoup de membres qui payaient des cotisations, mais qui étaient des gens qui ne venaient pas sur le terrain en fait. Du coup, en termes d'action, il n'y avait pas beaucoup de ressources humaines. C'est toujours ça qui a posé problème récemment. Et vous avez aussi arrêté le fanzine là, et puis vous avez créé le site web à la place. Oui, c'est ça. Il y avait encore une publication papier, mais qui était rédigée par une ou deux personnes des anciens, et c'est vrai que ça on a laissé tomber parce qu'il n'y a plus personne qui avait envie de prendre beaucoup de temps pour rédiger ça. Surtout aujourd'hui avec YouTube, c'est des infos qui étaient un peu redondantes en fait, qu'on pouvait déjà trouver sur des sites comme Science et Pseudosciences, sur les blogs, les chaînes YouTube, etc. Donc ça prenait beaucoup de temps et ça coûtait aussi beaucoup d'argent en termes d'impression et d'envoi de lettres, de timbres. Et donc on a préféré investir ça dans autre chose. On a fait effectivement un nouveau site web qui reprend du coup toutes les actions du comité. Donc maintenant le site web est vraiment le moyen de s'informer sur tout ce qui est fait au comité para. Oui, je pense qu'on est au XXIe siècle, donc un fanzine papier, c'était un peu dépassé par rapport aux technologies que l'on a maintenant. Il faudrait que la publication, et c'est des discussions qu'on a eues en interne, ait vraiment une plus-value avec des articles vraiment originaux, des publications de type scientifique pour que ça soit intéressant. Mais juste une publication qui annonçait les livres sceptiques qui étaient sortis. C'est des choses qui, avec Twitter et Facebook, sont beaucoup plus efficaces pour transmettre ce genre d'informations à l'heure actuelle. Oui, c'est ça devenait assez redondant. Alors aussi une autre chose qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à essayer de filmer un peu les conférences. Donc ça, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà vu les résultats, notamment avec la conférence avec Mr. Sam, ou avec aussi Tzitzimik, un esprit critique. C'est parce que Mr. Sam a rejoint l'organisation. Oui, Mr. Sam a mis des comités. Évidemment, il a des compétences pour ce genre de choses. C'est ça, il a pu retoucher nos vidéos, ce que nous n'arrivait pas à faire. Voilà, ce qui est quand même techniquement assez demandant de pouvoir filmer, mais on compte continuer dans cette voie-là. Et idéalement, moi j'aimerais bien qu'on puisse arriver à filmer toutes les conférences et à pouvoir les diffuser dans une qualité
meilleur que ce qu'on a fait jusqu'à présent aussi. Et voilà, parce que ça permet de toucher quand même pas mal de monde. On peut voir ces 2 conférences que je viens de citer, elles ont quand même pas mal de vues. Ouais, c'est parce qu'avant, on avait juste le podcast Scepticisme scientifique, et bon, c'était juste de l'audio, mais ça touche un certain public, mais ça touche pas forcément tous les publics, et surtout les plus jeunes, les adolescents. Enfin, les podcasts ont leurs fans, mais les vidéos YouTube sont immédiatement accessibles au plus grand nombre, donc c'est vrai qu'on les met sur ma chaîne, qui s'appelle aussi Scepticisme scientifique, où on met maintenant régulièrement des vidéos. On met à la fois des conférences, on met les différentes vidéos pour faire la promotion de Zach et Zoé, c'est moi qui fais ça, et puis on met aussi les conférences de Scepticopub sur cette chaîne, donc on essaie de faire vivre cette chaîne en parallèle au podcast audio. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a, maintenant dans le comité para, on a quand même encore pas mal de membres qui produisent beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a Jacques Van Rivard, qui est un membre de très longue date du CA. Après, je ne présente pas, je pense que tout le monde le connaît. Mais qui vient régulièrement en conférence, qui est vraiment très investi, et c'est très sympa. Et voilà, Mr. Sam aussi. Donc je pense qu'on a des ressources pour faire en tout cas des choses qui vont pouvoir devenir d'une meilleure qualité par la suite. Et puis comme vous voyez, on essaie aussi de faire quelques discussions aussi en vidéo pour qu'on puisse les diffuser sur YouTube, même si on n'ambitionne pas de devenir youtubeur professionnel. Comme vous le voyez avec notre magnifique arrière-plan. Mais voilà, je pense que ça permet de toucher un peu plus de monde, comme tu disais. Il y a des gens qui ont du mal avec le format podcast, purement audio. Donc voilà, ça permet de toucher plus de monde. C'est toujours intéressant. Je pense qu'on a un peu fait le tour et que j'ai rien oublié. Non, je pense que ça résume. Voilà. Donc si jamais vous voulez venir nous donner un coup de main, n'hésitez pas à rejoindre le CA, surtout si vous êtes en Belgique, si vous êtes un sceptique en Belgique. On a vraiment besoin d'aide. Voilà. Parfois j'entends encore sur Facebook ou Twitter des Belges qui disent qu'il n'y a rien en termes de scepticisme en Belgique. Oui, ça m'arrive encore régulièrement. La dernière fois c'était avec la conférence de Mr. Sam dans les commentaires. Il y a un gars qui dit en Belgique, je suis content de voir un truc sceptique en Belgique, il n'y a jamais rien. Je dis directement envoyé, venez à Scepticopub tous les mois. Et voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, et on se voit dans un prochain épisode. À bientôt. Ciao.